Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal, à 10 000 kilomètres environ de Fukushima, ou si vous préférez, 6 300 milles de Fukushima. Et aujourd'hui, je poursuis ma lecture de l'ouvrage de Michael Ferrier, Fukushima, récit d'un désastre. La demi-vie est pernicieuse. Elle gagne en même temps les corps et les esprits. Une espèce d'immense cryogénie est à l'œuvre, un processus de dissécation à basse température semblable à une congélation dans un espace désespérément homéostatique et qui se préoccupe très peu de son environnement, la vie sous vide. Un événement à la fois fatal et banal, le confort intellectuel et moral. Voilà tout ce à quoi nous aspirons, une longue demi-vie, sans éclat, sans relief, anonyme. Non pas le bonheur, mais le bien-être. Les partisans du nucléaire confondent en permanence le bien et le bien-être. On leur parle de retrouver la perfection rythmique de la nature, ils répondent éclairage à la bougie. Comment vivre à l'état de disparition? Ce qui est acheté en termes de confort se paie cher en termes de puissance de vie et de singularité. Ce qu'on nous prépare, une espèce anonyme et soumise et reproductible à l'infini, le citoyen lambda, qui deviendra bientôt citoyen gamma ou bêta. Nous avons fait le choix inversé d'Achille, tel que nous le décrit merveilleusement l'Iliade. Homère nous le dit. Achille ne veut pas d'une demi-vie. Il veut une belle mort, c'est-à-dire une belle vie, comme le dit si bien l'expression, une vie accomplie. C'est tout ou rien. Achille ne transige pas. Il y a impossibilité de toute transaction entre une vie accomplie et une moindre vie. Il sera un atome insécable, pourvu de 1000 qualités, noyau d'infracassables nuits. Il aura des funérailles merveilleuses, vibrant dans le chant alterné de deux cœurs, entre les Néréides et les Muses, comme les décrit le dernier livre de l'Odyssée. Il aura une tombe héroïque, visible de tout le monde, stèle éclatante, recouvrant un corps impétrussible et glorieux, le contraire du cadavre, qui est le processus par excellence de la division et qui, comme le nucléaire, vit en se multipliant dans un état de coma dépassé de mort vivant. Entre périr et dépérir, il faut choisir. Il aura une vie comme sa mort unique, la sienne, irremplaçable et irréfutable. La demi-vie qui s'impose aujourd'hui est indissociablement liée à la négation de l'individu, systématiquement présentée comme une particule négligeable au sein de grands ensembles qu'il convient de chauffer, d'éclairer et de protéger, et à une obsession sécuritaire poussée jusqu'au confinement le plus absurde. L'ironie de la situation est que les chambres stériles, les murs de protection bardés de caméras de surveillance, les enceintes de confinement et les doubles coques titaniques n'empêcheront pas le naufrage. Déjà le confort tourne à la réclusion et le remède à l'empoisonnement. Le paradoxe de cette ultra-sécurisation est qu'elle expose sans cesse au danger, tout comme le calfeutrage qui empêche finalement de respirer. Pourtant, les aventures, les surprises,
les rebondissements de la vie. Tout doit céder à ce rouleau compresseur sédatif et sécuritaire de la demi-vie. La vraie vie est absente et nous ne sommes pas au monde, disait Rimbaud. Une saison en enfer donc, elle vient de commencer. Alors je me suis remis au travail. Dans ces circonstances, il n'y a rien d'autre à faire qu'écrire, dire aux gens ce qui se passe pendant que prudemment ils regardent ailleurs, et prier pour trouver quelques lecteurs attentifs qui ne se laissent pas intimider. J'ai pris des notes. Je vais m'en servir, je ne suis pas seul. Je fais tourner les bibliothèques. J'ai sur la table quelques livres pour le voyage, compagnons de tous les siècles, voisins dans l'irréparable, partenaires dans le temps. Parmi eux, les notes d'Hiroshima, de Kenzaburo Oe. Si Fukushima rime avec Hiroshima, ce n'est pas par le rapprochement hasardeux de quelques phonèmes, ni simplement parce que tous deux ont trait à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Hiroshima était un acte de guerre visant à mettre à terre un peuple qui était déjà à genoux, quelles qu'en soient les conséquences. Les centrales de Fukushima se présentent au contraire comme une activité économique prétendant assurer l'agrément et l'opulence des populations dans la sécurité maximale et pour le contentement de tous. Hiroshima est un événement ponctuel, inhabituel et extrême, tandis que Fukushima est l'exemple type d'une certaine configuration technique et économique qui s'est installée sans crier gare dans la quotidienneté des jours et forme aujourd'hui l'horizon présenté comme indépassable de nos modes de production et de consommation. Mais si les deux événements, malgré toutes ces distinctions, se font écho, c'est parce qu'ils révèlent de la situation finalement inchangée des sociétés nucléarisées par rapport à cette source d'énergie. Le mensonge nucléaire est une vieille histoire. Je m'étonne presque qu'il fonctionne encore aujourd'hui et même qu'il soit plus présent que jamais. Et c'est pourquoi Oé choisit de répondre à cette toute puissance sombre et proliférante par le genre des notes, genre qu'il crée pour l'occasion. Écriture vive, précise, documentée, pour répondre aux mensonges et à l'omission. Ajustement d'épisodes brossés, appuyés sur une immense enquête de terrain pour révéler la réalité des radiations et de leurs effets, loin des versions de l'histoire officielle. Petits portraits rapides et transversaux, anecdotes suggestives, extraits d'entrevues et de lettres insérées au fil du texte, remontées du réel au cœur de la prose, et des morceaux de poèmes déchiquetés pour redonner la parole aux victimes ordinaires, aux malades, aux prisonniers du système, aux animaux s'il le faut. Petite tactique subreptice aux interstices d'une écriture éclatée, semi-improvisée, ancrée dans le réel. Notes de lecture, notes de voyage, souvenirs et même notes de musique s'agencent, s'entremêlent, procédant alternativement par juxtaposition, croisement ou superposition sans jamais perdre de vue la progression de l'ensemble. Le mélange des genres qu'elles permettent et même qu'elles appellent irrésistiblement fait que l'on pourrait presque discerner par éclat le mouvement même de la vie. Ce faisant, Oé crée un genre où la poésie,
les cris personnels et l'essai se retrouvent inclus dans une même forme, vaste et ténue à la fois. Un roman, pourquoi pas. Le mot noto, par lequel Oe choisit d'intituler son livre, a en japonais deux significations presque contradictoires. Il désigne d'une part une notation prise sur le vif, fragmentaire et rapide, et d'autre part le cahier qui les contient et les regroupe, leur donnant au bout du compte une cohérence énigmatique. Comme un carnet donc, quelque chose s'ouvre, se déploie, se replie, au lecteur maintenant de savoir ce qu'il veut en faire. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vais arrêter pour cette semaine. Des textes sur Fukushima. Je continue à lire sur le sujet. C'est terrifiant ce qui se déroule là. Et la machine de propagande inouïe fonctionne sans relâche. Sans relâche, sans relâche. La construction du stade pour accueillir des éventuels Nordiques a plus d'importance dans la population en général. Alors, voyez un peu, une très longue demi-vie s'ouvre devant nous. La majorité des Canadiens passent presque 30 heures par semaine devant la télévision. Les plus jeunes, eux, c'est devant l'écran d'ordinateur. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à la librairie d'occasion, le Livre Voyageur à Montréal, dans le quartier Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.